Pour maigrir, il faut bien manger le matin, bien manger à midi et manger léger le soir. Et si on veut manger léger le soir sans avoir faim, il faut au préalable... AVS avec Philippe Robichon. AVS pour à votre santé. Bonjour, bienvenue. J'ai le plaisir ce matin de recevoir le docteur Laurence Plumet. Bonjour. Bonjour. Docteur, comment allez-vous ? Très bien. C'est un plaisir de vous revoir. Vous êtes médecin nutritionniste, praticien hospitalier. On dit pas praticienne hospitalière ? Aussi, on pourrait dire les deux. Hein. Allez. Spécialiste du gras et autrice d'un livre qui fait référence sur le sujet, Le monde merveilleux du gras, aux éditions Erol. Et vous êtes fondatrice d'EPM Nutrition et de l'école de napsothérapie. Donc la napsothérapie, c'est vous qui l'avez inventée. On rappelle à tout le monde ce que c'est que la napsothérapie. La napsothérapie, c'est le premier métier de prévention en France qui consiste à donner des conseils de prévention dans le domaine de la nutrition, de l'activité physique et le sommeil. C'est le seul métier de prévention qui aborde les 3 piliers de la santé ensemble, en intégrant bien évidemment le sommeil. On va parler beaucoup de sommeil aujourd'hui. Il y avait un proverbe qui disait « qui dort dîne ». Et longtemps, on a cru que c'est parce qu'on dormait qu'on pouvait supprimer le dîner. Alors qu'en fait, c'était les aubergistes autrefois qui disaient « si vous voulez dormir chez nous, il faut dîner ». Voilà. Les gros malins. C'était pour ça que qui dort dîne. Bien sûr. On va voir l'importance du sommeil dans la perte de poids. Est-ce que c'est une bonne idée de sauter un repas et de s'endormir à jeun ? Ah, pas du tout. Non ? C'est une très mauvaise idée. Parce que si Pour perdre du poids. Non, c'est une très mauvaise idée. C'est certainement pas le dîner qu'il faut sauter. En fait, il faut sauter aucun repas pour perdre du poids. Mais on reviendra là-dessus. Ouais. Mais concernant le dîner, c'est pas une bonne idée. Mais pourtant, on va Pourquoi ? dormir, on va rien faire. D'abord, on brûle 600 calories la nuit, entre 600 et 800 calories, pour le minimum. En ne faisant rien, le cerveau fonctionne, le cœur fonctionne, la digestion du dîner se fait. Bref, on dépense de toute façon 600 à 800 calories. Si on ne les a pas au dîner, et que le repas précédent, ça remontait à loin, à savoir au déjeuner, le corps, lui, il attend quand même sa nourriture, parce qu'il en a besoin pour assumer cette dépense énergétique. Donc il va sécréter, la faim va être là, mais on dort. Donc on ne ressent pas la faim, mais en revanche, le corps va quand même sécréter des hormones qui poussent à manger, à savoir l'adrénaline. Et quand l'adrénaline va monter, ainsi que le cortisol, ça va nous réveiller. Donc si on saute le dîner, on aura un sommeil superficiel, léger, entrecoupé de micro-réveils, et moralité, il ne sera pas profond. On dort pas mieux si on n'a pas mangé. C'est faux de le penser. Tout à fait. On dormira mal si on ne mange pas. On aura peut-être des gargouillés et des crampes d'estomac, mais... Oui, ou un réveil, tout simplement avec la sensation de faim. On va se réveiller à minuit en se disant « Ah, c'est bizarre, j'ai faim !» Et on aura besoin d'aller manger. Et manger pendant la nuit, ça, au contraire, ça fait grossir. Alors, pour perdre du poids, on dit souvent qu'il faut alléger, voire sauter le repas du soir. Alors, alléger le repas du soir... Oui, ça, je l'ai toujours dit. Pour maigrir, il faut bien manger le matin, bien manger à midi et manger léger le soir. Et si on veut manger le léger le soir sans avoir faim, il faut au préalable avoir bien mangé le matin, bien mangé à midi, avoir mangé un petit quelque chose l'après-midi, pour juste n'avoir qu'une petite faim pour dîner le soir. Alors, le dîner le soir idéal, vous l'avez dit tout à l'heure, la nuit on brûle des calories quand même, 600 à 800 calories. Bon, donc il faut un dîner qui apporte l'équivalent. Mais si vous faites un gros dîner, avec de la charcuterie en entrée, un plat principal genre bœuf bourguignon puré, pain, fromage, salade verte et puis un dessert sucré, vous allez être à 1200, entre 1200 et 1500 calories le dîner. Et j'ai pas compté l'alcool. Bon. Donc, étant donné que vous en brûlez 600, si vous en avalez, disons 1200, comme ça fera un compte rond, vous avez donc un excédent de 600 calories que vous allez stocker. C'est pour ça que je dis, quand on mange trop la nuit, on grossit la nuit. Parce que l'excédent de calories qui n'est pas brûlé, puisqu'il dépasse largement les dépenses de la nuit, eh bien, il est stocké. Donc, idéalement, un dîner de 600 à 800 calories, c'est quoi ? C'est par exemple, puisqu'on est on est en automne maintenant, on pourrait prendre, je sais pas moi, un velouté de potiron, ça vous dirait ? Un velouté de potiron le soir avec... Ne me posez pas la question à moi, proposez aux gens. Bon,
Bon, d'accord. Alors, moi, j'aime bien le velouté de potiron. Donc, un velouté de potiron pour madame, avec un tout petit peu de crème fraîche et du persil frais dessus, et des petits croûtons. Ensuite, une omelette avec une salade verte, du pain, un petit peu de fromage si on veut, ou un laitage, un yaourt ou du fromage blanc et un fruit. Voilà, ça c'est un dîner parfait. Vous voyez, il est ni trop copieux, ni pas assez copieux. Il est juste au milieu et on est pile poil dans les 600 à 800 calories. Voilà. Et ça ne veut pas dire qu'il ne soit pas gourmand. Parce que les gens à qui je le dis disent oui, mais est-ce que c'est pas un peu tristounet? Mais pas du tout. Il faut sauter de l'idée que on ne peut s'amuser qu'avec des plats en sauce et hyper caloriques. Mais pas du tout. On peut au contraire manger sainement, mais de façon gourmande aussi. Tout est dans la façon de cuisiner. Mais Laurence Plumet, manger, c'est souvent une question d'habitude. Et les gens, ont des journées qui sont organisées. À déjeuner, ils déjeunent sur le pouce. Et le seul vrai repas qui est convivial dans la journée, c'est le dîner. Oui. Et c'est pour ça qu'ils ont tendance à plus manger le dîner, parce que c'est le moment pour eux de se poser, de se réunir en famille. Voilà. Et donc, c'est plus une question d'habitude. Et c'est pour ça que les gens grossissent. C'est pour ça que le surpoids et l'obésité ne cessent de progresser. Parce qu'autrefois, on avait des rythmes bien plus réguliers. Autrefois, on prenait son temps pour manger le matin. Autrefois, on prenait son temps pour bien manger à midi. Et évidemment, on se retrouve tous ensemble le soir. Mais se retrouver tous ensemble, est-ce que ça veut dire grosse bouffe, grasse et sucrée? Non. Non, mais ça veut dire se poser et prendre le temps de cuisiner. Ah, ça, très bien. Ce qu'on n'a pas fait à midi. Oui, mais je suis entièrement d'accord avec vous. Et donc, on cuisine son velouté. On prépare son omelette ou je ne sais pas moi, une blanquette de veau avec du riz, voyez. Mais on évite les frites, on évite les pâtes bolognaises, on évite les plats en sauce, on évite le dessert sucré, le gâteau au chocolat, voyez, ou les mousses au chocolat, et on évite l'alcool. Alors je sais, le pain, fromage et vin, c'est vrai que c'est un grand classique. C'est une tradition française. Ça. Voilà. Ouais. Alors, on pourrait le faire. Moi, je recommande plutôt de le faire le week-end parce qu'on a envie de prendre son temps. Voilà. Mais les recommandations, de toute façon, concernant l'alcool, elles sont claires. C'est pas plus d'un verre de vin par jour et pas tous les jours. Voilà. Donc, voilà, à la rigueur, un petit peu de vin rouge pour accompagner un petit peu de fromage et un petit peu de pain au dessert, si on en a vraiment envie. Oui, bien sûr. Mais vous savez, Philippe, le poids, c'est un ensemble, ça n'est pas que l'alimentation. Là, on parle de nutrition et de repas, mais si la personne est active à côté, voire sportive, elle fait du vélo, elle fait du sport, elle fait de la marche, elle dort bien, les petits écarts qu'elle peut être amenée à faire seront sans conséquence sur son poids. Vous voyez, c'est un tout en fait. Mais quand on est sédentaire, comme le deviennent de plus en plus les gens, quand on ne dort pas assez la nuit et les gens se couchent de plus en plus tard, et qu'en plus, on fait ces erreurs au niveau des repas, de faire un dîner beaucoup trop copieux et souvent trop tardif, c'est là que le poids, il explose. Donc, il faut tout corriger. Il faudrait dîner combien de temps avant de se coucher par rapport à la digestion et au mécanisme de la digestion? En moyenne, l'estomac, il met 2 à 3 heures à se vider. Donc, si on doit se coucher à 23 heures, c'est la bonne heure pour moi, parce que les gens se lèvent en moyenne à 7 heures du matin pour être au boulot à 8h30, 9h. 7 heures, ça permet de prendre son temps quand même. Pour là, on retrouve préparer. La fameuse nuit de 8 heures chez vous. Voilà, donc on se couche à 23 heures, on a nos 8 heures de sommeil et on commence la journée en forme. Ça, c'est vraiment très important. Et le cerveau a eu le temps de se reposer et de faire tout ce qu'il avait à faire pendant ces 8 heures de sommeil. Donc, pour s'endormir à 23 heures, à ce moment-là, il faut avoir mangé 3 heures avant. C'est-à-dire que 8 heures, 20 heures, c'est la bonne heure, en fait. 20 heures, c'est la bonne heure, comme ça on sort de table. C'est presque tard pour les anglo-saxons. Hein. Peut-être, mais en France, c'est 20 c'est un peu c'est notre 19h30, 20h. Voilà. Mais c'est une très bonne habitude, parce que 19h, c'est trop tôt, étant donné que si vous commencez à dîner à 19h, à 23h, si vous n'êtes pas encore au lit, vous allez avoir faim. Parce que votre estomac, il y aura eu 4 heures déjà, il sera vide. Et là, vous allez ressentir la faim. Et très souvent, les gens qui mangent trop, ils éprouvent le besoin de manger avant d'aller se coucher tard, et ils remangent. Et c'est comme ça qu'ils grossissent. Donc 19h, c'est trop tôt. Alors c'est pour ça que les gens auraient une petite fringale avant d'aller se coucher, c'est parce qu'ils auraient dîné trop tôt? Trop tôt ou pas assez, et surtout parce qu'ils vont se coucher trop tard. Et que l'estomac, en moyenne, il met 3 heures pour se vider. Voyez ? Donc, quand l'estomac est vide, c'est automatique. Il déclenche les signaux de la faim. Donc, on ne le ressent pas la nuit parce qu'on dort. Donc, on ne ressent pas cette faim, bien que l'estomac soit vide une grande partie de la nuit, évidemment. Mais comme on dort profondément, on ne le sent pas. Mais par contre, si on est toujours réveillé à 23h ou à minuit
et qu'on a mangé à 19h ou à 20h, mais de façon trop légère, eh bien la personne va regrignoter. Ce sont souvent des carrés de chocolat, des biscuits, vous voyez, le petit doudou sucré avant d'aller se coucher. C'est rarement une assiette de navets. Eh ben voilà, ou les carottes. Ou d'épinards. Tout à fait. Ouais. Bon, oui, mais c'est vrai que beaucoup de gens, ou aussi du fromage. Il y a des gens qui ont besoin de... Oui. Soit de chocolat, soit de fromage, en tout cas de manger quelque chose. Oui, il y a des gens qui sont salés, il y a des gens qui sont sucrés, ou des chips, ou des cacahuètes. Mais alors, le grignotage avant d'aller se coucher, c'est la pire des choses à faire. Parce que la nuit, on grossit beaucoup plus. On est au repos, donc on stocke beaucoup plus facilement. On grossit plus la nuit. Oui. Plus facilement, puisqu'on ne brûle pas les calories. Dans la journée, moi, ça m'est égal que la personne, à midi, par exemple, mange un dessert sucré, ou des frites, parce qu'après, elle brûle des calories. Elle prend le métro quand elle rentre chez elle, elle marche, elle monte des escaliers, elle les descend. Ces calories, elle va les brûler. Tandis que la nuit, tous les excédents caloriques, ils sont stockés. En gras. Mais vous avez dit qu'on brûlait 600 calories la nuit. Oui, donc on brûle 600 calories, mais si on en mange 1200, les 600 excédentaires, on va les stocker. Et on les stocke à peu près, c'est 9 calories le gramme, donc on va stocker à peu près 60 grammes en gras qui vont stocker les 600 calories excédentaires. Expliquez ça. Il faut 9 calories pour faire 1 gramme de gras. Donc si vous avez 600 calories en trop, vous divisez à peu près par 10, allez, ce sera plus simple, ça fait 60 grammes de graisse dans la nuit. Vous voyez, de stockage de graisse. Donc sur un mois, ça fait combien ? 60 fois 30, ça fait 1,8 kg. Ouais. Voilà. 1,8 kg de prix en gras, tout simplement parce que tous les soirs, on a doublé l'apport calorique qu'on aurait dû prendre. D'accord. Et ça, on le prend autour de la taille ? Oui, alors on commence par la petite bedaine. Ça commence par le ventre mou, comme je le dis dans mon livre. Le ventre mou, ça commence toujours par là. Et puis après... Parce qu'il y a le ventre dur, attention. Voilà, c'est par opposition au ventre dur. Exactement. Donc le ventre dur, après, ce sont les gros adipocytes, vous savez, dans les profondeurs du corps humain, autour des viscères. C'est la fameuse graisse périviscérale qui arrive assez vite chez les hommes, parce que cette graisse se développe sous l'influence de la testostérone. Chez les femmes, tant qu'elles ne sont pas ménopausées, elles sont encore sous l'influence des estrogènes et la testostérone est peu efficace, donc elles vont surtout loger cette graisse sous forme de la petite bedaine, la bouée, puis également les fesses et les cuisses. Mais par contre, passé la cinquantaine, quand il n'y a plus d'estrogène, la testostérone devient dominante de facto. Et c'est pour ça que passé la cinquantaine, quand les femmes se laissent un peu aller, qu'elles ne respectent pas ces règles et puis qu'elles ne bougent pas assez et qu'elles profitent de leur retraite, par exemple, pour se coucher beaucoup trop tard en se levant à pas d'heure, eh bien très vite, elles constatent qu'elles prennent du ventre. Et non seulement c'est du ventre mou au début, mais très vite, elles prennent le ventre un peu des hommes sous l'effet de la testostérone qui devient dominante. Voilà. Et là, les kilos s'envolent. C'est pour ça qu'on grossit à la ménopause ? Oui, du fait de ce changement d'hormones. Alors, il se passe plein de choses à la ménopause, en fait. Parce que passé la cinquantaine, la femme, elle perd du muscle, comme les hommes d'ailleurs, mais elle perd du muscle. Donc, son métabolisme de base, il baisse. Voilà, donc elle brûle moins de calories au repos. Et si elle mange autant, voire plus, elle va stocker la différence. Donc, elle va faire du gras plus facilement. Donc, en plus, si elle ne fait pas d'efforts pour faire plus de sport, pour faire attention à son sommeil, pour bien répartir ses repas sur la journée, eh bien, elle va grossir encore plus facilement du fait qu'elle brûle moins de calories après 50 ans. Et cette graisse, elle va la stocker, non pas au niveau des fesses et des cuisses, mais au niveau du ventre, comme un homme. Ce qui fait qu'elles ont cet aspect un peu androïde de l'homme passé la cinquantaine, qu'il est catastrophe. Le docteur Laurence Plumet est notre invité aujourd'hui. C'est quand la prochaine promotion des napsothérapeutes, Laurence ? Alors, c'est le 6 octobre. Voilà, démarrage de la prochaine promotion de la formation de napsothérapie qui dure 9 mois. Donc, elle débute le 6 octobre avec remise de diplôme, si la personne a bien travaillé, évidemment, le 11 juin 2026. Voilà. C'est en distanciel, comme on dit aujourd'hui. Totalement à distance, tout à fait. Ce qu'on mange a un impact sur la qualité de notre sommeil. Est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent le sommeil et donc, par définition, des aliments qui sont des ennemis de notre sommeil ? Alors, on va commencer par les amis du sommeil. D'abord, ce sont les aliments qui sont riches en tryptophane. Le tryptophane, c'est un acide aminé qui a la capacité de se transformer
en sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, de la détente, de la relaxation, qui elle-même, dans le cerveau, va se transformer en mélatonine, la fameuse molécule qui, quand elle monte, eh bien, en début de nuit, c'est-à-dire avant minuit, elle commence déjà à monter, c'est elle qui procure l'envie d'aller dormir. Bon. Donc, c'est l'hormone du sommeil, en fait. Voilà, tout à fait. Ah oui. Alors, donc, si on mange du tryptophane au dîner, on va augmenter un peu notre synthèse de sérotonine et donc de mélatonine. Alors, les aliments riches en tryptophane, la viande, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Voilà. Il y en a un petit peu dans la banane aussi, mais bon. Donc, le soir, et ça, c'est important ce que je vais dire, parce que beaucoup de gens pensent qu'il n'est pas nécessaire le soir de manger de la viande, du poisson ou des œufs, en pensant qu'il suffit d'être végétarien. Alors ça, bon, je dis que... Quand une soupe et une salade, mais en fait, voilà. Pour résumer, c'est ça. Oui. Alors, quand on est jeune, c'est pas grave, parce qu'on aime bien manger des protéines par ailleurs, et puis on fait de la muscu, du sport, donc on préserve sa masse musculaire. Mais par contre, ne pas manger de source de protéines le soir au dîner, ça c'est ennuyeux. Parce qu'en fait, les muscles, comme j'ai dit tout à l'heure, ont tendance à régresser avec l'âge, et la nourriture des muscles, ce sont les protéines. Donc si on se contente de manger un petit bout de viande ou de poisson... Mais là, vous parlez de protéines animales. Protéines d'origine animale, absolument. Attention, je parlerai après des protéines d'origine végétale. Donc, si on se contente juste de manger de la viande, du poisson ou des œufs à midi et pas le soir, l'apport de protéines ne sera pas suffisant. Alors, vous parliez des protéines d'origine végétale, c'est-à-dire celles des légumes secs. Parce qu'en fait, il n'y a pas de protéines dans les légumes et il n'y en a pas non plus dans les fruits. Bon. Donc, les légumes secs, les lentilles, les flageolets, les haricots rouges, les haricots blancs, les pois chiches, très bien. Important le pois chiche. Oui. À manger comme ça ou en purée. Le pois chiche occupe une grande place dans l'alimentation libanaise, par exemple. Et c'est très très bon, la purée de pois chiche. C'est la base du houmous. Le houmous, ouais. Voilà, avec de l'huile de sésame. Bon, donc c'est très bon. Donc oui, les légumes secs sont des très bonnes sources de protéines. Bon, les légumes secs sont souvent plus mangés par les végétariens que les non-végétariens, les omnivores. Mais ils ont tout à fait raison, ce sont des aliments exceptionnels. Bon, ceci dit, il faut vraiment manger une bonne assiette de légumes secs pour avoir 10-15 grammes de protéines, alors que la viande, le poisson ou les œufs, surtout la viande et le poisson, concentrent beaucoup plus les protéines sous un plus faible volume. Il suffit que vous mangiez 100 grammes de poisson et vous avez tout de suite 20 grammes de protéines. Donc les deux sont complémentaires en fait. L'idéal, franchement, c'est de manger un peu de VPO là, avec pourquoi pas des légumes secs le soir. Viande, poisson, œufs. Voilà, avec les légumes secs le soir. Bon, sauf que les légumes secs, ça peut faire flatuler. Alors avant de se coucher... Voilà, c'est dit. Mais Philippe, oui, Laurence, si les flatulences ont lieu la nuit, c'est pas grave. Moi, je pense que ça peut être un tue-l'amour. Après, c'est pas le sujet de l'émission, mais ça peut. Oui, mais si les deux en mangent, c'est pareil. Il y aura du bruit dans la chambre et alors. Bien. Alors, à part ça, qu'est-ce qu'on mange pour bien dormir ? À part ça, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Alors après, il y a les produits laitiers. J'ai dit qu'ils étaient riches en tryptophane. Donc, il y a le fromage blanc, il y a les yaourts. Les yaourts, ça fait rien. Vous pouvez y aller. À ce niveau-là, ça fait rien. Et le lait. Mais vous savez qu'il alors là, vous dites le lait. On a 200 messages qui vont arriver sur la vidéo, comme vous le savez. Oui, c'est très bien. Je sais. Il y a beaucoup de gens qui sont anti-lait. Moi, je ne suis pas du tout anti-lait. Je bois du lait. Vous voyez, je bois du lait. Je bois quasiment un tiers de lait le matin au petit déjeuner. J'adore le lait. Et donc, voilà. Pour moi, le lait. Parce que vous n'êtes pas allergique déjà à la protéine de lait. Tout à fait, mais vous savez, l'allergie à la protéine de lait, elle est très rare chez l'adulte, elle n'existe pas, quasiment pas, elle n'existe que chez l'enfant. Par contre, ce sont les intolérances au lactose qui sont plus fréquentes. Voilà. Mais si on pense qu'on digère mal le lactose, il y a une parade toute simple. On s'achète du lait sans lactose et terminé, point barre, circulé. Et on a son lait. Mais le lait, c'est formidable quand même. Allez, je vais enfoncer le clou. C'est formidable le lait pour la santé. Non, après, ils vont dire c'est quoi cette nutritionniste qui est payée par les lobbies laitiers. Voilà, c'est ça. Dès qu'on dit quelque chose, on pense tout de suite qu'on est payé par les lobbies. C'est terrible. Moi, comme je parle de tout, en fait, je dois être richissime parce que je dois être payée par tout le monde. C'est formidable. Je confirme. Alors, voilà. Pourquoi le lait, ça fait dormir ? Expliquez-nous. Parce que le lait est très riche en tryptophane. En fait, il est très
très riche en tryptophane. Et vous savez, le lait, il est consommé, mais depuis des milliers d'années par l'homme. D'ailleurs, ce qui montre bien que s'il était mauvais pour la santé, je ne vois pas pourquoi l'homme aurait gardé un aliment qui ne serait pas bon pour sa santé. C'est pour ça que je vous dis, on se met le doigt dans l'œil en disant du mal du lait. Les gens n'ont qu'à faire l'essai en buvant et puis ils verront bien. Bon. Donc, j'en reviens au lait et au tryptophane. Autrefois, nos grands-mères, nos grands-parents avaient l'habitude de faire boire une tasse de lait tiède ou de lait chaud avant de s'endormir. Vous vous souvenez de ça, Philippe ? Je ne dis pas pour vous personnellement, mais vous vous souvenez de cette époque. Tradition, ouais. De cette tradition. À cette époque-là, on constatait les choses sans avoir forcément de démonstration scientifique, mais on avait remarqué que le lait était un apaisant. Et je connais des patients qui boivent du lait avant de s'endormir, et ça les aide à s'endormir. Voilà. Donc à chacun faire son expérience. Il y a les team lait, il y a les team tisane. Oui, alors il y a les tisanes aussi, tout à fait. La phytothérapie est très efficace pour aider à dormir. Il y a des plantes qui font dormir. D'ailleurs, souvent ces plantes sont mélangées dans les compléments alimentaires avec la mélatonine, comme la valériane, la passiflore, la camomille, le tilleul et également la mélisse. Voilà. Donc oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il ne faut pas non plus trop boire le soir, parce qu'ensuite, on a envie d'aller faire pipi toute la nuit. Alors, se lever. C'est pour ça qu'on appelle ça des pisses-mémères. On va dire donc. Non ? Vous connaissiez pas l'expression ? Si, mais on l'utilisait sur la tisane. Arrêtez, Laurence. Oui. Vous croyez qu'on le dit toujours avec les tisanes ? Non. Alors on le dit plus parce que on est dans la modernité. Oui. Mais les tisanes. Mais ma grand-mère disait un bon pisse-mémère. Vous voyez, elles avaient bien raison dans le fond. Mais je vais vous dire pourquoi. À cette époque-là, il y avait beaucoup moins de médecins. Et on écoutait son corps finalement. Et on réagissait toujours de façon très saine, en ne comptant que sur la nourriture et les comportements, parce qu'on n'avait pas de médicaments. Et donc à cette époque-là, on se fiait beaucoup plus aux messages envoyés par le corps. Et on se fiait beaucoup plus aussi aux réactions qu'il avait en fonction de ce qu'on mangeait. Voilà. Alors, les tisanes, moi je trouve qu'elles ont acquis un peu leur lettre de noblesse. On peut être jeune et prendre des tisanes le soir. C'est pas être vieux ou appartenir c'est vrai à une autre qu'il y génération. avait ce côté un peu vieillot. La tisane du soir, bon. Non, mais franchement, ça aide à dormir. Voilà, maintenant, c'est les infusions. Une petite tasse. Oui, c'est ça, les infusions. Ouais. Non, elles se sont bien modernisées. Même il y a des rayons entiers de tisanes avec des promesses, nuit calme et compagnie. Oui, ça peut jouer. Les aliments donc ennemis du sommeil, de notre sommeil, y en a-t-il ? Le café, le thé. Le café, le thé, le soda, la caféine, en fait. La caféine, c'est un stimulant, C'est un stimulant, tout le monde le sait. Alors certains vous diront « Oh mais moi, ça m'empêche absolument pas de dormir ». Il y a des gens qui boivent tellement de café dans la journée qui métabolisent très très vite la caféine et ça les empêche pas de dormir. Bon, donc c'est vrai. Tant mieux pour eux. C'est vrai, s'ils le disent, c'est vrai. C'est pas... Moi perso, si je bois un café à 17h, je ferme pas l'œil. Bon, il y a aussi la vitamine C. Donc alors, café, thé, parce que la théine, c'est comme la caféine, c'est la même chose. Bon. Et puis le soda, il faut faire attention. D'abord, soda, moi, pas de soda, ce sont des bombes à sucre. Mais même les sodas édulcorés, mais qui sont caféinés, apportent de la caféine. Donc pas de soda, même édulcoré. De toute façon, pas de soda édulcoré à table, c'est de l'eau. Voilà. Mais on fait attention à ça. Et puis j'avais dit autre chose. La vitamine C. Ah voilà, la vitamine C. Justement. Alors les jus par exemple. Ouais. Par exemple, si on veut boire du jus d'orange ou du jus de pamplemousse le soir, c'est pas une très bonne idée. Parce que, en fait, le jus, quand on se sert un grand verre de jus de pamplemousse ou jus d'orange, c'est comme si on avait pressé un pamplemousse entier. Donc 200 millilitres, ça fait à peu près dans les 70 à 80 milligrammes de vitamine C, c'est-à-dire le besoin quotidien en vitamine C. Alors, il y a des gens que ça pourrait empêcher de dormir la nuit. Oui, parce que le professeur Philippe Imbert, qui était là il y a 3 semaines, disait que, contrairement à ce qu'on pensait, la vitamine C n'empêchait pas de dormir. Oui, tout à fait. Mais ça dépend des quantités. Voilà. C'est pour ça aussi que les comprimés de vitamine C, il vaut mieux les prendre le matin que le soir. Parce que le besoin quotidien est de 100 mg. Et quand on prend un comprimé de 500 ou de 1000 mg, si vous prenez ça avant d'aller vous coucher, la vitamine C, elle sert à fabriquer du cortisol. Et le cortisol, c'est une hormone qui est stimulante. Donc, ça va réveiller forcément. Le sommeil sera moins profond. Alors, on en prend ou on n'en prend pas ? Parce que après, pas le soir. Non. Vous faites partie de l'école, pas le soir. Non, pas le soir. Ouais. De comprimés. De comprimés, Non, c'est le matin. Mais alors, des fruits, si on prend des fruits. Alors, si on parle du fruit, pas en jus. D'accord. Là, il n'y a pas de problème.
il n'y a pas de problème. Pourquoi j'ai parlé du jus ? Parce que le jus, il concentre finalement. Vous voyez, ce que contient le fruit, il le concentre. Ouais. Voilà. Donc, c'est l'équivalent de 2 fruits. Ouais. Donc, vous concentrez, c'est 2 fois 100 grammes. Donc, ça fait entre 60, ça fait presque 100 mg de vitamine C, le besoin quotidien. Alors, encore une fois, on s'écoute. Mais si vous n'avez pas dormi de la nuit parce que, en remarquant ce que vous avez mangé au dîner, vous aviez très soif et vous vous êtes servi un grand verre de jus de pamplemousse, il est possible que ce soit ça qui vous ait empêché de dormir. Maintenant, si vous avez très bien dormi, très bien, c'est que cette vitamine C ne vous a pas empêché de dormir. Encore une fois, chaque personne est différente. Chacun réagit différemment. Mais il faut être à l'écoute et essayer de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il y a des gens qui seraient prédisposés à l'insomnie ? Oui. Ah oui. Oui. Il y a des insomnies qui sont génétiques, héréditaires. Moi, je connais des familles d'insomniaques. Le père est insomniaque et les 2 enfants sont insomniaques. Donc, ils sont capables de passer des nuits blanches. Des nuits blanches, vous vous rendez compte, à ne pas fermer l'œil de la nuit. Et ça, c'est héréditaire, ça s'est transmis. Et ils le transmettront aussi à leurs enfants. Donc oui, il y a une hérédité. Ça, on le sait. Et c'est difficile à traiter. Hein. Bon, en revanche, pour les autres insomnies, il y a l'insomnie aiguë due à un gros stress au boulot ou familial, professionnel, etc. Bon, je pense que tout le monde a vécu des nuits un peu difficiles quand un enfant est très malade, quand un mari ne va pas bien, quand on s'est fait engueuler par son patron et menacé de licenciement. Bon, voilà, ça c'est de l'insomnie aiguë, mais en principe, ça passe. Alors que l'insomnie chronique, qui est une insomnie qui dure depuis plus de 3 mois, alors elle s'est installée. C'est plus ennuyeux. Parce que là, il faut en comprendre les mécanismes. Est-ce que c'est une maladie qui couve derrière ? L'hyperthyroïdie, par exemple. L'hyperthyroïdie, ça rend insomniaque. Les hormones thyroïdiennes sont excitantes, exactement à l'inverse de l'hypothyroïdie qui fait dormir. L'hyperthyroïdie, ça existe. Hein. Il y a des gens qui ont, c'est moins fréquent que l'hypo, mais l'hyper, voilà. Donc, il ne faut pas passer à côté du diagnostic. Et quand on sent que dans la journée, on a une vraie pile, voilà, qu'on perd un peu de poids, qu'on se sent stressé et qu'on dort mal, il faut en parler à son médecin. Avant d'aller voir le pharmacien pour dire « donnez-moi quelque chose qui me fasse dormir », il faudrait d'abord en parler à son médecin pour faire un check-up médical et penser à la thyroïde. Il y a des médicaments aussi qui empêchent de dormir. Quelle famille ? Les corticoïdes, par exemple. Si vous prenez des corticoïdes le soir, là, vous avez beaucoup de mal à vous endormir. Bon. Et puis le reste, ça peut être des troubles... il peut y avoir des erreurs au niveau du comportement. Et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui sont devenus insomniaques, par exemple, après des grossesses. Vous savez, quand vous avez eu votre enfant, ça change tout. Le sommeil change. Le sommeil change parce que vous êtes toujours à l'affût des pleurs du bébé la nuit. Et c'est difficile la première année. Et parfois, les femmes gardent un sommeil très superficiel par la suite. Avec le docteur Laurence Plumet, qui est notre invité, je rappelle, docteur Plumet, que vous êtes nutritionniste, praticien hospitalier, que vous faites maigrir des obèses, des personnes en très fort surpoids. Il y a une vraie tendance aujourd'hui, alors je ne sais pas si c'est une mode, qui consiste à dire oui, mais de toute façon on peut maigrir sans régime. Mais est-ce qu'on ne joue pas un peu sur les mots ? Parce que pour perdre du poids, on est quand même obligé de manger moins, ou pas ? Pour perdre du poids, il faut agir sur les 3. C'est pour ça que, d'ailleurs, j'ai lancé la napsothérapie parce qu'il faut commencer par le sommeil. Les gens qui se précipitent sur le régime en première intention, ils ont tout faux. C'est impossible de maigrir si on ne dort pas suffisamment, ce qui fait qu'on est fatigué, donc on ne bouge pas suffisamment. Et comme on ne bouge pas suffisamment, on est obligé de se serrer la ceinture pour arriver à perdre quelques kilos, puisqu'on ne brûle pas les calories. C'est pour ça qu'il faut tout débuter par le sommeil. D'accord. Il faut d'abord que la personne dorme bien, de façon à se sentir en forme quand elle se réveille le matin, de façon à ce qu'elle ait envie de marcher, de faire du sport et donc de brûler les calories. Et après, elle constatera qu'à partir du moment où elle est active, voire sportive, elle n'a plus envie de grignoter, elle n'a plus envie de manger gras et sucré, elle est naturellement attirée par une alimentation beaucoup plus saine. Elle n'a plus à se faire violence pour manger mieux. C'est pour ça que tout doit débuter par le sommeil. Mais moi, je vous parlais de quantité. Finalement, est-ce que si on veut commencer une démarche de perte de poids, est-ce qu'il faut réduire les quantités ? Il faut réduire les quantités de sucre et réduire les quantités de gras. C'est sûr. Et si on avait l'habitude de manger beaucoup de féculents à midi et beaucoup de féculents le soir, on divise l'assiette par 2 et on introduit les légumes. À midi, on fait mi-féculents, mi-légumes avec VPO, viande, poisson, œufs. Le soir, on fait mi-légumes, mi-féculents avec VPO, viande, poisson, œufs. Et on divise par 2 les quantités de sucre.
Donc on arrête le grignotage de l'après-midi qu'on remplace par un fruit, un laitage si on veut, des amandes, vous voyez. On arrête le grignotage sucré et on arrête de cuisiner gras. On évite les sauces, les fritures, les viennoiseries. Alors je dis on évite, je dis pas supprimer. Mais on peut manger de temps en temps un croissant ou un pain au chocolat, surtout le week-end au petit déjeuner, bien sûr. Pourquoi ces régimes ne marchent pas ? Parce qu'ils ôtent le plaisir complètement. Ils poussent les gens à ne plus rien manger de ce qui leur fait plaisir. Donc moi je dis le contraire. Je dis il faut manger équilibré, il faut simplement ne pas sauter de repas, manger un peu de tout mais suffisamment, contrôler le gras et le sucre et augmenter l'activité physique. Vous voyez, il vaut mieux manger plus et brûler plus que manger moins tout en brûlant moins parce qu'on est fatigué et parce qu'on dort mal. Vous voyez ? Mais faire du sport, ça fait pas maigrir. Ah ben si, ça fait maigrir si vous contrôlez votre alimentation à côté. Parce que si vous faites du sport en mangeant plus, évidemment, ça ne vous fera pas maigrir. Ce qui peut être le résultat du fait de faire du sport, parce qu'on a plus faim. Oui, alors là, ça dépend. Parce que ça a un effet anorexigène quand même. Quand vous sortez de la salle de sport, vous n'avez pas faim du tout. Vous commencez à avoir faim après, disons 2-3 heures, et c'est le moment du repas. Mais d'ailleurs, le repas, je n'exclus pas les féculents ni le pain, mais je dis simplement qu'il faut prévoir des légumes. Et d'autant plus que le sport est une activité oxydante. Quand vous faites du sport, vous respirez beaucoup d'air, beaucoup d'oxygène, vous vous oxydez, donc vous libérez beaucoup plus de radicaux libres dans votre corps. Donc il faut que vous augmentiez la quantité d'antioxydants dans votre alimentation. Et qu'est-ce qui apporte les antioxydants ? Les légumes et les fruits. Donc c'est pour ça qu'au repas suivant, il faut non seulement des féculents pour réapporter le glucose, donc le glycogène aux muscles qui ont bien travaillé, des protéines aussi pour ressourcer les fibres musculaires qui ont bien travaillé, mais aussi les légumes en accompagnement et le fruit en dessert pour apporter les antioxydants. Et on n'oublie pas de boire, bien évidemment, entre 500 ml et 1 litre pendant la séance de sport, et dès qu'on a terminé, on continue de boire. Alors, vous faites un peu 1 litre, ça vous paraît beaucoup ? 1 litre, ça me paraît beaucoup, mais ouais. Ça dépend de la capacité que chacun a à suer. Vous avez des gens qui suent peu et des gens qui suent beaucoup. Et ceux qui suent beaucoup, ils ont soif. Et je peux vous assurer que le litre, il part très très vite. On va rentrer dans Octobre Rose. Docteur Plumet, on va parler de la prévention du cancer par des comportements d'hygiène de vie. Alors, selon les études, une bonne hygiène de vie permettrait d'éviter 4 cancers sur 10, même si aucune étude n'a prouvé que les aliments pouvaient prévenir ou guérir du cancer, pour l'instant. C'est pas ce qu'on veut dire. Absolument. Il n'y a aucun aliment miracle. Aucun. Mais il y a eu beaucoup de communication sur notamment le chou, le brocoli. Voilà. Oui, bien sûr. Mais il contribue à une alimentation saine, variée, équilibrée, et c'est vrai qu'il apporte beaucoup d'antioxydants. Parce qu'en fait, si on en revient au cancer, c'est quoi en fait un cancer ? Qu'est-ce qui fait qu'un jour la cellule cancéreuse elle apparaît ? À l'heure où on se parle, là tous les deux, il y a plein de lésions qui se font dans notre corps, parce que nos cellules elles se divisent en permanence, et à chaque division cellulaire, il y a des petits dégâts au niveau de l'ADN. Ça se passe jamais parfaitement à 100%. Donc en permanence, on a des petits ouvriers qui réparent tout, qui réparent, Eh bien, quand notre corps a des éléments de faiblesse au niveau de ces éléments de réparation, à ce moment-là, ces petites lésions, elles perdurent. Et quand la lésion perdure, elle donne naissance à une mutation de l'ADN. Et c'est ça, en fait, une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui a muté. Et elle a acquis les caractéristiques de l'immortalité, c'est-à-dire qu'elle est capable de se diviser à l'infini. Elle ne meurt jamais. Et c'est pour ça que le cancer, il est potentiellement mortel, parce que les cellules se divisent, elles envahissent l'organe premier dans lequel elles sont au départ, ensuite elles passent dans le sang et elles vont aller envahir les autres organes également. Et donc on finit par mourir par déficit de fonctionnement des organes. Voilà, c'est comme ça que le cancer tue finalement. Ce qui veut dire d'ailleurs qu'à l'inverse, quand on prend le cancer à son tout début, quand on n'en est qu'au stade de la toute petite tumeur et d'un groupe de cellules, eh bien on le guérit le cancer, parce que là on détruit ces quelques cellules cancéreuses. Mais vous comprenez bien que le pronostic n'est pas le même entre quelques cellules qui n'ont pas encore métastasé et un corps qui est rempli de métastases, évidemment. Donc la prévention, c'est le maître mot
du cancer, c'est le cancer, on le guérit quand on le prévient. Voilà, quand on le prend à son tout début et quand on l'évite. Alors, vous disiez fort justement qu'une bonne hygiène de vie, finalement, ça diminue de 40% le nombre de cancers. 4 cancers c'est sur une 10. étude. Bon, voilà. Oui. Bon. Non, mais ça a été fait quand même par 2000 experts cancérologues, donc qui sont consensuels tous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Si on veut diminuer nos risques de cancer, parce que personne ne peut se dire à l'abri du cancer, même pas les gens qui mangent bien, qui font du sport et qui dorment bien. Le cancer, c'est un peu une loterie. Ou qui ne fument pas, parce qu'on a vu des personnes qui ne fumaient pas avoir des cancers du poumon. Donc, tout à fait, parce qu'il y a une part d'hérédité, malheureusement. Il y a des familles de gens qui ont des cancers, parce que justement, ils ont des déficits héréditaires au niveau des systèmes de réparation. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a plus de cancers dans ces familles. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit une fatalité, mais ça veut dire que quand on appartient, et là j'insiste beaucoup là-dessus, il faut savoir de quoi sont morts ou quels sont les problèmes de santé qu'ont rencontrés nos parents, grands-parents, oncles et tantes, parce qu'on a hérité des gènes de tous ces gens-là. Donc à partir du moment où il y a une fréquence plus élevée de cancer dans les familles, il ne faut pas avoir peur et se dire mon Dieu et vivre dans la crainte avec l'épée de Damoclès. Il faut simplement se surveiller encore plus que les autres. C'est-à-dire faire les dépistages. Vous savez, maintenant on a beaucoup de chance en France d'avoir des dépistages gratuits. De 50 à 74 ans, les femmes et les hommes reçoivent un courrier les invitant à se dépister pour le cancer du sein. Mammographie, échographie, biopsie, c'est gratuit, tous les 2 ans. Les invitant aussi à rechercher du sang dans les selles, prévention du cancer du côlon, tous les 2 ans aussi, pour mesdames et messieurs. Et puis, la prévention du cancer du col de l'utérus avec les frottis de col et la vaccination contre le papillomavirus. Donc, première chose, faites les dépistages, s'il vous plaît, ne jetez pas les courriers à la poubelle. Jusqu'à 26 ans, la vaccination. Oui, mais même on les vaccine papillomavirus, oui, c'est même plus tôt que ça. Bon. Non, mais jusqu'à 26 ans, donc ça ne concerne plus les populations adultes. Non, on est d'accord. Mais par contre, il faut... Alors, D'abord, connaître les problèmes de santé de la famille. Ensuite, faire les dépistages. Très important. Ne pas jeter le courrier à la poubelle et les faire. Ça peut vous sauver la vie. Oui, mais c'est très important parce que 50% des gens les jettent à la poubelle. Donc ça, il ne faut pas le faire. Ça, c'est les courriers de dépistage que vous envoie l'assurance maladie. Exactement. Et pour le test de prévention du cancer du col, le cancer du côlon rectum, il suffit de le demander, on le reçoit, on le fait, on plante les petits bâtonnets dans les selles, on envoie au labo, ça coûte rien du tout, et hop, le médecin reçoit les résultats et nous avec. Donc ça, il faut vraiment le faire. Parce qu'on ne le voit pas toujours, le sang dans les selles. Mais par contre, il faut écouter son corps. Et ça, c'est aussi le deuxième message. Après le dépistage, regardez-vous, écoutez-vous. La moindre petite bosse sur le sein, la moindre plaque rouge, palpez les seins aussi sur les tutos. Il y a tout ce qui, avec les 3 doigts de la main, on palpe bien chaque cadran. Il faut le faire pratiquement tous les jours. Voilà, c'est le geste du matin, on palpe ses seins. On regarde devant le miroir. Est-ce qu'ils sont bien comme d'habitude ? Est-ce qu'il n'y a pas d'écoulement purulent ? Est-ce qu'il n'y a pas de ganglions dans les aisselles, etc. Ça, c'est pour le sein. Pour le cancer du col, il n'est pas normal après 50 ans ou quand on est ménopausé d'avoir du sang dans les selles. Du sang qui coule. Voilà. Quand on n'a plus ses règles, le moindre filet de sang, on va consulter son médecin sans tarder. Et pour le ventre, pour la prévention du cancer du côlon rectum, eh bien là, si on a mal au ventre, que cette douleur, elle réveille la nuit, que cette douleur, elle est toujours au même endroit, et éventuellement qu'on a du sang dans les selles, on ne se dit pas, probablement ce sont des hémorroïdes, c'est pas la peine, je vais pas déranger mon médecin pour ça. On va voir son médecin et on a une coloscopie. Voilà, ça c'est hyper même important. Si c'est un dépistage qui quand même, les gens traînent pour le faire. Oui, mais c'est un tort. Vous savez, il y a à peu près 60 000 cas de cancer du côlon par an. C'est un cancer qui est terrible. Il est tueur parce qu'il est profond. Vous voyez, à la différence du cancer du sein qui est superficiel, il y en a 60 000 aussi par an, cancer du sein. Cancer du côlon, c'est pareil. 60 000 par an. Vous vous rendez compte ? C'est quand même énorme. Et ça, c'est un cancer qui est très sournois parce que les gens attendent beaucoup trop avant de consulter. Encore une fois, quand il est pris à son tout début, on guérit. Mais si on attend et qu'on le laisse métastaser, c'est plus compliqué. Oui, voilà. le cancer, ça ne va pas disparaître. Non. Alors, même s'il y a parfois des cas de rémission, mais...
Spontanément, non. Non. Une fois que le cancer a atteint un certain stade, il n'y a pas de rémission possible. Il n'y a que par les traitements qu'on y arrive. Chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie, immunothérapie, hormonothérapie. Il y a 5 catégories de traitements différents selon les types de cancer. Alors ça, c'est donc prévention, dépistage, et je sais dans ma famille s'il y a des problèmes ou pas. Maintenant, concernant l'hygiène de vie, pour revenir un peu à ce sujet-là, il est très important, d'abord, d'avoir suffisamment de sommeil. J'en reviens toujours au sommeil, parce que le manque de sommeil est reconnu comme un facteur de risque de cancer. Vous savez, maintenant, le travail de nuit a été reconnu comme une activité à risque de cancer du sein chez la femme jeune. Donc, manquer de sommeil chroniquement, ça augmente le risque de cancer, tout type de cancer. La sédentarité est reconnue comme un facteur de risque. Donc, bouger tous les jours, c'est très bon pour la santé. Et l'alimentation, c'est pareil. L'alimentation ultra raffinée, la malbouffe, grasse, sucrée, sans légumes, sans fruits, donc sans antioxydants, c'est une alimentation à risque. Voilà. Donc, ne pas sauter de repas, manger varié, équilibré, éviter évidemment, j'allais oublier l'essentiel, le tabac et l'alcool. Surtout ne pas fumer. Et l'alcool, je l'ai dit tout à l'heure, 1 verre de vin par jour et pas tous les jours. Voilà. Voilà les conseils du docteur Laurence Plumet que vous pourrez réécouter en podcast sur beurrefm.net et sur les plateformes qui reprennent l'émission. Et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne YouTube. Vous êtes très présente aujourd'hui sur les réseaux sociaux, Laurence Plumet. Oui, c'est un bonheur. Insta, YouTube, Facebook, TikTok. Tout à fait. C'est un vrai bonheur et je remercie beaucoup toutes les communautés qui me suivent. Donc qu'elles sachent que moi j'ai un grand plaisir à faire toutes ces vidéos et vraiment je remercie tout le monde de les accueillir avec beaucoup de bienveillance et d'intérêt. Merci de nous avoir prêté vos oreilles et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.